Avant de commencer la présentation des résultats, Madame Nathalie Madère, conseillère régionale, qui nous accueille en ce lieu magnifique, va nous dire quelques mots. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie de me retrouver devant vous après cette pétillante soirée des trophées de la com, remise des prix, il y a quelques mois. Alors évidemment, l'ambiance n'est pas aussi glamour, hein. Le décor un peu plus austère, on va dire. J'ai plutôt envie de dire institutionnel. Mais cela ne m'empêche pas de vous dire tout le plaisir que j'ai de me retrouver devant vous à nouveau, dans cette enceinte à nouveau, puisque en 2018, j'étais ici et j'ouvrais, sous la houlette de votre président Paul Monnier, j'ouvrais également la première édition de l'Observatoire. Vous dire surtout, à nouveau, le soutien sans faille de la région Occitanie pour tout votre segment d'activité, pour vos actions, pour le développement des connaissances sur les métiers de la com et du marketing. C'est évidemment c'est la suite du menu avec l'Observatoire. L'accompagnement des jeunes générations, vous avez aussi des actions ciblées qui sont très intéressantes. La promotion des métiers de la com, eh bien, on vous a accompagné pour la campagne de com post-Covid, voilà. Et puis, évidemment, trophée de la com, les 40 ans, hein, le trophée le club de la com, voilà. Donc, la région Occitanie est un soutien sans faille. Mais il faut dire que c'est un secteur d'activité qui est essentiel, hein. Jamais l'information n'aura été aussi stratégique pour les affaires privées et publiques que ces derniers mois. Jamais l'information et la communication n'auront été aussi importantes dans la définition du bien commun. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si étymologiquement, la communication, c'est la mise en commun, le rapport aux autres. Ces deux notions, ces valeurs, elles montrent combien il est important d'avoir des interactions avec particulièrement les besoins des citoyens et des citoyennes dans une démarche de dialogue. Et puis ensuite, de services, bien sûr, que nous offrons collectivités publiques. Alors, dans la crise du Covid que nous avons traversée, il y a 3 ans, vous imaginez déjà 3 ans, la région Occitanie a été en première ligne parce qu'il a fallu développer de nouvelles approches, exploiter des nouveaux flux d'informations, être innovant sur nos faire-savoir pour lutter contre les fractures sociales et territoriales qui se sont évidemment accrues, agir pour l'inclusion, accélérer les grandes mutations, particulièrement les transitions numériques, sans oublier évidemment d'être toujours à l'écoute des gens et être évidemment entendu par eux. C'est ça l'essentiel. Donc cet exercice demande du savoir-faire et tous les professionnels, bien sûr, de la communication ont été à nos côtés, de la région, mais de toutes les collectivités pour contribuer à maintenir le lien social et pour contribuer aussi au maintien du service public. Le service public, je ne sais plus qui disait, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Parce que le service public, il a fallu qu'il se diffuse, hein, non pas en intermittence, mais en continu. Alors je pense évidemment à la campagne dans ma zone, qui a été fortement primée au national, au local, et qui nous a par exemple permis d'accompagner notre réactivité en mettant en relation les agriculteurs, les entreprises et les ménages avec un market numérique, rappelez-vous, pour l'achat de produits locaux. Voilà, tous ces communicants, ces artisans des mots, des images, ils nous ont accompagnés pendant cette période, évidemment, qui était inédite pour tout le monde, et d'isolement, et puis d'arrêt quasiment de l'économie. Et puis, n'oublions pas, mais je pense que vous ne l'avez pas oublié, que beaucoup d'entre vous, d'entre eux, ont souffert dans le secteur notamment de l'événementiel, et nous, on a été là aussi dans le cadre du soutien. Rapidement, la région Occitanie, on fait appel bien sûr à de nombreux prestataires pour faire savoir nos savoir-faire. Alors, ils sont presque tous basés dans la région. Alors, je vous le dis, on est content, bien sûr, mais dans le code de la commande publique, le localisme, évidemment, c'est un critère qui interdit. Mais on est quand même toujours content quand ce sont des entreprises de chez nous. On a 8 agences pour concevoir, décliner les campagnes, réaliser notre journal. On a 6 agences pour réaliser nos nombreux supports audiovisuels. Puis, évidemment, les indépendants qui sont souvent ponctuellement sollicités pour des prestations événementielles, de reportages photos, etc.
Eh bien, aujourd'hui, évidemment, tous ces professionnels, ils savent qu'en se fédérant au sein d'une communauté, on est plus fort. On est plus fort, évidemment. C'est le club de la com, évidemment, illustre bien sûr cette synergie fédératrice. 8000 professionnels, hein, président, je pense. Hein, 8000 professionnels, 4 décennies. Bravo. Voilà, donc, nous, on vous soutient, coûte que coûte, sans faille, parce que vous êtes évidemment essentiel pour nous. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous laisser en revanche. Là, en 2018, j'étais restée jusqu'au bout. Je tenais à vous le dire. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup, Madame Madère. Je vais maintenant proposer à Frédéric Armand, le président en exercice du Club de la Com, de nous dire quelques mots. Bonsoir à tous. Je suis pas très pupitre de mon côté. Ça viendra peut-être un jour, mais pas tout de suite. Merci Madame la conseillère régionale. Merci beaucoup de votre présence ce soir et de votre accompagnement au travers de la région, mais aussi de votre présence à toutes les manifestations du club. Je suis très heureux d'ouvrir cette 3e édition de la restitution de l'Obscom. C'est un outil vraiment indispensable pour l'ensemble de la profession, pour mieux connaître le métier, pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour celles de demain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques étudiants de plusieurs écoles de Toulouse qui sont avec nous ce soir pour écouter et s'enrichir de ce très bel outil. Bravo à l'ensemble de l'équipe pour ce travail de longue haleine. Ça fait, pour vous donner une idée, plusieurs années, plusieurs mois même qui bossent dessus. Un observatoire, ça commence par à la fois un travail d'enquête, un très long travail d'enquête, ensuite un travail d'analyse et aujourd'hui le travail de restitution. Donc c'est vraiment pas que la soirée de ce soir. Et je sais que ça a été très compliqué et ça a été vraiment un très gros travail pour arriver à ce très bel outil que je vous conseille de feuilleter et qui va enrichir vos métiers, vos pratiques au quotidien. Alors on va parler d'impact du Covid, de bien-être au travail ou encore de harcèlement. C'est quelques thématiques que vous pourrez retrouver dans cette édition. Aujourd'hui, il y a très peu d'observatoires en France. Je crois, Pierre-Edouard, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a que 3 observatoires, à peu près, au niveau régional, qui montrent vraiment l'intérêt qu'a l'Obscom au niveau de la région Occitanie. Alors merci bien sûr à l'ensemble des partenaires. Je ne sais pas si on peut les avoir à l'écran, qui nous accompagnent sur ce très bel outil. Bien sûr, les partenaires institutionnels, à la fois la région pour l'accueil et pour beaucoup d'autres sujets sur l'observatoire, le conseil départemental, dont le président ne peut pas être là ce soir, et l'ensemble des partenaires techniques, à la fois médias et aussi des soutiens qui accompagnent toujours cet outil depuis de nombreuses années. Encore une fois, bravo à toute l'équipe. Je pense qu'on a tous hâte d'écouter la restitution de ce soir. Bonsoir. Alors c'est moi qui débute. Je vais moi d'abord vous présenter le comment. Comment ça s'est passé concrètement cette étude, comment on a collecté les données, toute la partie méthodologique. Donc c'est une étude qui a été faite en ligne, c'est-à-dire que les professionnels de la com et du marketing de l'ensemble de la région Occitanie ont été invités à répondre à notre questionnaire. Ils ont reçu un mail pour leur transmettre cette invitation. Sur la base des fichiers, donc, comme vous le voyez, du Club de la Com, la lettre M, la CPM 31, tous les cours, le Club de la Presse, les clubs d'entreprise, les anciens élèves des écoles de communication. Et ensuite, cette invitation à répondre à l'Obscom a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Donc au final, on a cette année un échantillon de 314 professionnels qui nous ont répondu. C'est à peu près équivalent entre agences et prestataires et annonceurs, un peu plus d'annonceurs, vous le voyez, 174 annonceurs. Au sein des agences, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une partie importante, je crois que c'est de l'ordre de 30%,
d'indépendants, en fait, de consultants indépendants, puisque c'est la réalité aussi du marché en Occitanie. Voilà, une chose importante à retenir aussi, le recueil, donc les réponses ont été collectées en 2021, donc entre avril et mai 2021. Alors pourquoi ça fait un petit moment déjà, comme le disait Frédéric, c'est un travail de longue haleine, cet observatoire. On est une petite équipe. On est tous très investis, mais c'est vrai que parfois ça avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais en tout cas, on est là ravis ce soir de vous présenter ces résultats, et vous allez voir que ils sont pas datés du fait de ce petit écart dans le temps. J'en profite pour vous présenter l'équipe, puisque je suis la première à parler. Alors Agnès, qui est là au bout, qu'on n'entendra pas parce qu'elle a une extinction de voix ce soir. On a Mélanie à côté, Pierre-Édouard, Sandrine. Emmanuel a fait partie aussi de l'équipe. Il n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais voilà, on a tous activement travaillé sur le projet. Alors j'enchaîne, moi, avec la première partie de présentation de ces résultats. Comme je venais de vous le dire, on était en 2021, on était encore bien ancré dans la période Covid. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment les professionnels du marketing, de la com, vivaient cette bulle un peu particulière qui nous est tous tombée dessus, qui était la période Covid. Alors, ce qu'on observe en fait à travers les résultats de l'Obscom, c'est que la crise de Covid, elle n'a pas du tout été vécue, elle n'a pas du tout été gérée de la même façon entre les annonceurs et les agences. Donc, on le voit ici sur ce graphique. La question qui leur a été posée, c'est concrètement quel changement a donné lieu cette crise de Covid au sein de votre entreprise, au sein de vos structures. Et ce que l'on observe, c'est que les annonceurs, que vous voyez ici en orange, sont très 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 nombreux. 82% à nous dire, pour nous, ça a été une transformation en interne, ça a été de grands chamboulements qu'il a fallu gérer, une nouvelle organisation du travail. Ça a été de nouveaux modes de communication en interne. Donc, vous voyez des changements très tournés vers l'interne. On le voyait un peu plus bas aussi, des changements de ton dans la communication interne, des changements d'orientation stratégique interne, et toutes ces modalités tournées donc vers l'intérieur, tournées vers la structure elle-même, ont été beaucoup plus citées que par les agences. Les agences, elles, vous le voyez, c'est le 51% qui a été significativement plus cité, d'où le petit plus à côté. Voilà, les agences, pour eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Nous, on s'est adapté. On a mis en place de nouveaux produits, de nouvelles offres pour accompagner nos clients, pour accompagner les structures à mieux gérer cette crise. Donc voilà, une différence de perception, une différence d'organisation aussi. Les annonceurs d'abord tournés vers l'interne et vers la réorganisation, et les agences davantage tournées, eux, vers l'externe, vers les clients et vers l'accompagnement aux difficultés et aux changements imposés par la crise. Ça, c'était donc du point de vue des structures. Au niveau personnel, la question qu'on leur a posée, c'est vous, concrètement, comment ça s'est traduit, cette crise du Covid, pour vous, à titre personnel, que ce soit, encore une fois, du côté des agences ou du côté des annonceurs. Donc, bien sûr, pour la plus grande partie d'entre eux, ils nous disent ça s'est traduit par du télétravail, la mise en place ou davantage de télétravail pour les annonceurs. Mais on voit qu'il y a une différence très notable, encore une fois, entre ce que nous disent les annonceurs et les agences. Les agences, ils sont que 65% à nous dire, en fait, ça a été synonyme de télétravail, sans doute parce qu'ils sont dans des structures plus petites, plus agiles, plus souples, qu'ils ont davantage l'habitude du télétravail. Donc ça a été un impact moins fortement ressenti. Et au contraire, ce qui a été notable pour les agences, c'est un changement d'activité pour certains d'entre eux. 13% nous ont dit, pour moi le Covid, clairement ça a été un changement d'activité. Notamment les consultants ont été plus nombreux, les indépendants ont été plus nombreux à nous dire, la crise, ça a été pour moi synonyme de fermeture
de ma boîte, fermeture de mon activité, et le recours à la formation aussi. Vous voyez les petits plus qui signifient que les agences ont eu davantage recours à la formation pour pallier aux difficultés de la crise que les annonceurs. Au niveau du vécu, donc vraiment au niveau de la façon dont ils l'ont vécu personnellement, comment ils ont vécu cette expérience, voilà, quelle a été la difficulté la plus grande auquel ils ont dû faire face. On voit que les annonceurs nous disent que c'est avant tout le manque de sociabilité, le manque de contact avec les collègues qui les ont marqués, beaucoup plus fortement qu'en agence. Et alors qu'en agence, ça a été davantage l'incertitude de l'avenir, notamment pour les petites structures. Et également l'impact sur la rémunération, donc des agences plus fragiles, moins résilientes que les annonceurs sans doute, et plus en phase avec ces difficultés. D'une façon générale, la crainte de la perte d'emploi a été relativement limitée. On a une grande majorité des répondants qui nous disent non, pas vraiment, moi, ça n'a pas été une crainte pour moi de perdre mon emploi, même si on le voit du côté des agences. On a quand même 15% d'entre eux qui, encore en 2021, alors qu'on arrivait à peu près au bout de cette période de Covid, ils étaient quand même encore 15% à craindre pour leur emploi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie Covid. Donc deux perceptions assez différentes finalement, avec les entreprises très marquées par la réorganisation, par les difficultés matérielles, par la logistique, par le fait de devoir communiquer différemment avec leurs employés. Et les agences qui ont été finalement plus dans l'incertitude, dans l'insécurité, et plus dans la nécessité d'accompagner leurs clients dans la crise. Voilà. Merci beaucoup Corinne pour cette première partie. On va enchaîner sur un sujet qui a déjà été un petit peu évoqué dans cette partie, le sujet des indépendants. Chaque année, enfin dans chacune des mesures précédentes, on a évoqué la fragilité du statut des indépendants, le fait que beaucoup avaient des niveaux de revenus relativement bas et qu'ils étaient souvent exposés à des ressources précaires avec un faible recours à la sous-traitance, avec des contrats généralement plus courts, etc. Donc, sans grosse surprise, on va rester sur cette notion de fragilité. Toutefois, cette année, on était allé un peu plus loin. On avait posé d'autres questions sur pourquoi les gens veulent être indépendants et en gros, est-ce qu'ils envisagent de le rester. Et on s'aperçoit que le statut des indépendants est certes fragile, mais qu'il est très contrasté. Alors, sur la fragilité, déjà, un premier point, on en a eu quand même pas mal des indépendants. Comme l'a dit Corinne, 30% de notre échantillon, c'était des indépendants, ce qui est à la fois un signe de la surreprésentation des entreprises individuelles, des indépendants ou des auto-entrepreneurs sur le marché régional. C'est-à-dire que c'est un marché relativement fragmenté, atomisé, ça ne nous surprendra évidemment pas. C'est évidemment ce qu'on a eu dans notre échantillon. Donc, c'est les gens qui nous ont répondu. C'est évidemment un petit biais à garder en tête. Maintenant, donc, 92% des structures unipersonnelles sont des consultants indépendants ou des freelances. Et là où on rentre un petit peu dans le dur pour eux, c'est quand on regarde les niveaux de revenus et les niveaux de chiffre d'affaires. On voit que dans les structures qui ont des faibles niveaux de chiffre d'affaires et pour les professionnels qui ont des faibles niveaux de revenus, on a une très forte surreprésentation des indépendants. C'est-à-dire que là où on a 24% des répondants qui ont un revenu inférieur à 25 000 €, on monte à 34% des consultants freelance. Pour les revenus entre 25 et 40 000 €, on monte à 47%, c'est-à-dire la moitié d'entre eux. On a donc à peu près 90% des indépendants qui gagnent moins de 40 000 € bruts par an. Alors, en soi, c'est pas affreux, 40 000 €. C'est quand même pas mal par rapport au revenu médian. On va pas, voilà. En revanche, il faut garder en tête que souvent les indépendants, on l'a pas remis là parce que c'est une redite par rapport aux autres éditions, mais vous le verrez dans le document,
les indépendants sont quand même, en général, des profils expérimentés. Des gens qui ont 10, 15, 20 ans de bouteille. Et certes, ceux qui ont la plus grande expérience sont ceux qui s'en sortent le mieux. Malgré tout, on peut se dire que c'est pas évident comme situation. Alors on sait qu'une grande partie des indépendants sont des gens qui ont suivi un conjoint, des gens qui sont en reconversion professionnelle, etc. Ça explique en partie cette fragilité. Mais c'est à garder en tête, notamment quand vous êtes amené à travailler avec certains d'entre eux, pensez à leur fragilité. Également, regardez le chiffre d'affaires. En fait, on retrouve la même proportion. Hein. 90% des consultants freelance ont des structures qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. C'est très cohérent avec les niveaux de revenus qu'on a vus juste avant, mais ce sont donc des structures de petite taille qui ne sont pas capables aujourd'hui de se développer en embauchant. Si jamais c'était leur projet, bien entendu. Alors on pourrait se dire, vu cette situation précaire, pourquoi diable être indépendant ? Que diable vont-ils faire dans cette galère ? Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, les indépendants, ils veulent le rester. Alors je précise, ceux qui le sont restés au moment de la mesure. Il est possible qu'il y ait eu malgré tout, écrémage de la population dû à la situation de crise 2020-2021. Ça, malheureusement, on n'a pas l'information. Mais ceux qui sont restés indépendants, ils n'envisagent pas, en 2021, alors que la situation n'est pas glorieuse non plus, d'arrêter. Ils veulent rester. Et pourquoi, en fait, ils veulent rester ? Parce qu'en fait, déjà, ils bossent mieux. On en reparlera plus tard, des relations annonceurs-agents, c'est un peu mon dada, certains d'entre vous le savent. En fait, les indépendants ont des relations annonceurs-agences de meilleure qualité que les agences. Ils ont des meilleurs briefs, en tout cas ils estiment avoir des meilleurs briefs, et ils arrivent mieux à justifier de leur structure de coût, de leurs tarifs avec leurs clients. C'est assez inattendu, je ne vous cache pas. Alors pourquoi ? On peut faire des hypothèses. Peut-être que justement les indépendants, ayant une certaine expérience, arrivent à mieux justifier leur manière de faire, de justifier de leur valeur ajoutée, en tout cas pour une partie d'entre eux, pas tous. Mais c'est intéressant de se dire que peut-être que ce choix de l'indépendance, qui souvent vient de la volonté de faire à sa manière, en fait, c'est vrai, ça marche. Et de fait, quand on regarde les raisons pour lesquelles ils ont voulu être indépendants, la première raison, c'est l'autonomie. La deuxième, c'est créer son projet. La troisième, travailler à sa manière. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que peut-être que chez les indépendants, il y a, pour les entreprises plus structurées comme les agences, des leçons à prendre en matière d'organisation, peut-être, en matière de structure de brief, en matière d'échange, de co-construction avec les clients. Il y a peut-être des pistes à travailler. Donc là, on a vraiment des gens très, certes, pas dans une situation glorieuse économiquement, mais qui sont, en fait, là où ils avaient envie d'être. Ils avaient envie de cette indépendance, ils avaient envie de cette autonomie, de pouvoir faire les choses à leur manière. Manifestement, ils l'ont. Alors donc du coup, un statut qui, on peut dire, tient ses promesses de liberté, d'autonomie, mais franchement, ne paye pas. On va maintenant parler du rôle de la communication, du rôle de la RSE dans la communication. C'est un sujet qu'on voit beaucoup développer ces derniers temps. On a eu notamment une très chouette conférence la semaine dernière sur le sujet organisé par nos partenaires de l'UCC, et notamment sur la manière dont les agences peuvent se servir de ces thématiques. Donc, si on regarde ces chiffres, déjà, il faut garder en tête que pour nos publics, les gens à qui nous parlons via les communications, la communication devrait mettre en avant de bons comportements, devrait encourager des comportements positifs en matière de santé et d'environnement, devrait, du coup, parler, mettre en avant les entreprises qui font bien. C'est pas gagné, forcément, mais il y a quand même des choses intéressantes là-dessus. C'est pas notre étude, mais on la cite quand même. Alors, d'abord, parmi les répondants, la quasi-totalité des annonceurs ont une démarche RSE active. Alors, plus ou moins forte, bien entendu, c'est 70% en ont une, 20% en ont une, et le reste, c'est ceux qui, parmi les répondants, ne savaient pas. Comme on a tout type de profil
en termes de hiérarchie qui ont répondu à l'étude. Il y a peut-être des gens qui ne sont simplement pas informés, ce qui au passage veut dire qu'il y a peut-être des progrès à faire en com interne. Donc, dans les entreprises qui ont mis en place des politiques de RSE, on retrouve sans surprise les entreprises supérieures à 10 personnes et les entreprises qui ont des équipes marketing communication, donc des entreprises plutôt structurées. Et sans grosse surprise non plus, dans celles qui n'ont pas mis en place de politique RSE, on retrouve très largement surreprésentées les PME. Les PME et les entreprises unipersonnelles. Alors, c'est pas vraiment une surprise, hein, bien entendu, parce que c'est très difficile de s'engager dans ces démarches-là quand on est petit, quand on est tout seul, ou quand on est 4 ou 5. Dans les entreprises qui ont une démarche RSE, elles en parlent. Elles en parlent. Elles en parlent et elles aimeraient bien que leur agence les accompagne là-dessus. Il semblerait que les agences ne le fassent pas forcément. 80% d'entre eux en parlent, seulement 20% n'en parlent pas. On peut dire que c'est donc un sujet légitime pour celles qui ont cette démarche. Maintenant, quand on regarde ce qui est le sujet d'une démarche responsable, là, en matière de marketing, c'est un peu plus varié. On va voir quand même une bonne proportion des sujets comme les achats de communication, les achats plus responsables. J'imagine notamment que ça couvre la production d'événements sur lesquels les démarches de prise en compte des dimensions écologiques, sociétales sur les achats en matière d'événements se développent. On n'est pas sûr, en tout cas c'est une supposition. 80% le disent, notamment. Également en matière de gestion d'équipe, c'est un peu plus surprenant, mais 81% à divers degrés revendiquent d'avoir une démarche active en matière de parler de leur démarche de RSE, notamment de la manière dont ils prennent les décisions. Et puis, évidemment, là, c'est très 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 fort en matière de print, l'usage notamment de papier recyclé, d'encre recyclable, etc., est quelque chose qui est aujourd'hui un standard de marché, un standard de la profession. Même à la limite, ça vaudrait plus la peine d'en parler, c'est juste tellement évident. On va évidemment à l'occasion trouver des papiers de création, des encres un peu spéciales, des encres UV, mais manifestement, ces préoccupations sont de plus en plus présentes. Et évidemment, les actions en matière de RSE ne s'arrêtent pas à l'écologie. Il y a la réflexion sur les politiques d'inclusion et de prévention du handicap. Il y a les actions de prévention des risques psychosociaux qui sont très fortement représentées. On remarque quand même une relative faiblesse par rapport sur les situations de harcèlement et de discrimination. En matière de procédure de signalement, procédure d'accompagnement. Là-dessus, côté annonceur, on n'est peut-être pas aussi bien développé que sur les autres sujets. Maintenant, vous verrez dans l'étude que côté agence, c'est un petit peu moins développé de ce côté-là aussi, qu'il y a clairement du côté des agences des progrès à faire. Et quand on leur demande pourquoi ils ont fait ça, eh ben la plupart du temps, c'est par conviction. Alors, on est d'accord que c'est facile, quand on est derrière son ordi, qu'on remplit un questionnaire, de dire que c'est par conviction. Bah oui, voyons bien. C'est pas du tout par intérêt. Oui, bien sûr. En même temps, personne ne les surveille, personne ne va associer tel email à telle réponse. Donc, s'ils nous disent que c'est par conviction, quand on regarde les autres réponses qu'on a eues, qui sont sur d'autres sujets parfois un petit peu clivantes, on a tendance à les croire. Il y a véritablement une conviction. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de l'importance du sujet chez les annonceurs qui communiquent. Ce qui veut dire que les agences peuvent s'en saisir. Dans l'étude qualitative qui nous a permis d'agrémenter le document que vous avez devant vous d'un certain nombre de points de vue de professionnels et d'éditoriaux, etc. D'ailleurs, merci à ceux d'entre eux qui ont pu faire le déplacement aujourd'hui. On vous les présentera tout à l'heure et vous pourrez même leur poser des questions. Donc, parmi les verbatims de ces entretiens quali, il y a notamment le fait que les agences ont le sentiment que quand elles abordent des sujets RSE, parfois, les annonceurs ont tendance un peu à traîner les pieds. Que ça a tendance à être un peu oublié en cours de processus, etc. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un fond. Que certes, peut-être, aujourd'hui, il y a encore des réticences, il y a peut-être un peu du traînage de pied,
Mais il y a manifestement une base plutôt positive qui ne demande qu'à être exploitée et mise en avant. C'est tout pour le moment pour moi. Et je vais maintenant passer la parole à Mélanie. Et oui, parce que du coup, je vais être la voix d'Agnès qui a préparé cette présentation. Tu as juste à appuyer sur ce bouton vert. Ok. Alors, on va parler maintenant de qualité de vie au travail. Donc, globalement, tous les répondants, avec 75% ou 60% des réponses, se disent heureux d'exercer leur métier, toute profession du secteur confondue. Là encore, les indépendants vont se distinguer puisque ce sont les plus enthousiastes, avec 75% de oui. Et donc, ça permet de rebondir sur ce que disait Pierre-Édouard tout à l'heure. On comprend que c'est une histoire de recherche d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Et on voit aussi que c'est du côté de la nouvelle génération de professionnels qu'on retrouve plus fortement ce critère et ces valeurs. Donc ils vont privilégier des projets en phase avec des modes de vie adaptés à la vision qu'ils ont du métier qu'ils veulent exercer. Donc sur ce graphique, ça rend un petit peu compte du comparatif entre ce qui se passe au niveau des prestataires, dont les indépendants, qui boostent le score, et du côté des annonceurs, donc c'est à peu près équilibré. Que nous dit notre expert ici présent, Jérôme Sartori, sur ce chapitre de l'étude? Il nous parle du parallélisme entre attractivité et pérennité de l'emploi. Il ressort que de réels investissements temps et humains doivent être menés par les RH et les managers pour que les salariés ressentent au quotidien considération, écoute, partage, confiance. Ça fait même partie des objectifs des directions, c'est-à-dire être davantage dans la prévention des risques. Et donc, plus qu'une approche marketing, ça touche au bien-être au travail qui devient comme un élément majeur de recrutement et de pérennisation des collaborateurs dans l'emploi. En bref, c'est une vraie philosophie d'entreprise qui se définit par là. Alors, des professionnels heureux, mais là aussi, on a un paradoxe. C'est que, tout simplement, dans cette profession, oui, il faut que oui, ça je l'ai déjà dit, effectivement. Donc, c'est la surcharge de travail qui pose problème. Mais là encore, ce sont les indépendants qui vivent mieux la situation. D'où l'importance du ressenti et de l'approche psychologique aussi, et l'intérêt de la com interne, on l'a déjà dit, dans nos métiers. Le management RH s'appuie aussi sur ces ressentis qui ne sont pas tout à fait la même chose que ce qui se passe réellement. On l'a vu avec l'exemple des indépendants, qui est assez significatif. Enfin, gare au burn-out. Et donc, on a posé également la question. Donc, on a un tiers des répondants qui se disent en situation d'avoir vécu eux-mêmes personnellement un épuisement professionnel au cours de leur carrière. Donc c'est un phénomène qui est trop souvent négligé, alors que effectivement c'est un chiffre assez impressionnant. Il ressort de l'étude également que les femmes sont les plus exposées, ainsi que les salaires les plus modestes. En conclusion, pour clore ce chapitre de qualité de vie au travail, on vous invite à lire le guide du burn-out qu'a édité l'AACC sur le sujet et qui a pour objectif de sensibiliser les agences. Donc cette transition nous mène sur les faits de harcèlement et de discrimination dans notre profession, qui sont également objet de l'étude. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Donc on parle de harcèlement moral et a fortiori de harcèlement professionnel qui en fait partie. On parle de harcèlement sexuel, on parle de discrimination. Alors si je reprends dans l'ordre d'importance du point de vue de nos sondés, ça va être des discriminations de genre,
des discriminations ethniques, des discriminations liées à l'orientation sexuelle et enfin au handicap, au pluriel. On voit que notre secteur professionnel n'est pas épargné par le rapprochement entre les deux phénomènes, c'est-à-dire harcèlement et discrimination, puisque premièrement, ce sont les mêmes profils de répondants qui nourrissent le sujet dans l'étude, que les deux se cristallisent de manière prépondérante autour du genre, on va le voir, et qu'enfin les mêmes segments catégoriels annonceurs prestataires d'un côté et annonceurs d'un côté et prestataires de l'autre réagissent globalement de même à l'un et l'autre sujet. Alors les tendances qui se dégagent, alors tout comme pour les actes de discrimination, le harcèlement est encadré par la loi. Et donc la loi qui prévoit que l'employeur prenne toutes les dispositions nécessaires, je cite la loi, en vue de prévenir de tels agissements. Donc ça, c'est un élément important. Et pourtant, on constate que le phénomène est donc bien réel avec un tiers des répondants concernés directement ou en tant que témoins. Alors, les situations de harcèlement, les vécus, les voici. On est toujours sur ce ratio d'un tiers des répondants. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a quasiment un schéma qui est superposable entre annonceurs et prestataires, où l'on retrouve ce chiffre d'un tiers. Et on peut voir également que le harcèlement sexuel dans les réponses reste, je mets entre guillemets, à la marge. Entre guillemets, parce que 6%, c'est quand même... quand on sait ce que ça signifie sur un parcours de vie, un parcours professionnel, c'est quand même alarmant. Donc ce qui n'apparaît pas ici, mais que montre l'étude, c'est que donc en tête arrive le harcèlement par le genre. Et sur ce sujet, en fait, notre contributeur, Aymeric Lemeur, a une hypothèse audacieuse en disant que le phénomène de la discrimination qui est rencontré par nos professionnels est lié aussi à la discrimination par le salaire et à l'autocensure, le fameux plafond de verre, dont les étudiants ici présents, je suppose, ont entendu parler au cours de leur cours de com marketing, sinon vous savez quoi demander demain. Donc le passage au télétravail est pointé par notre analyse comme à ne pas minimiser en termes d'expérience de harcèlement vécu. Ça aussi, c'est un trait qui est un peu marquant de notre étude. Alors, des disparités hommes-femmes qui restent persistantes. En effet, que l'on parle de harcèlement ou de discrimination, il est notable à travers l'étude de s'apercevoir que les femmes et les catégories d'âge plus expérimentées s'expriment davantage sur le sujet. Les témoins de discrimination, là aussi, on voit que les discriminations par le genre arrivent largement en tête. Ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. Et c'est l'observation à plus long terme qui nous permettra de dire si le déficit de témoignage constaté chez les plus jeunes de la profession se confirme avec l'expérience ou si ce n'était qu'une illusion. Donc je vous laisse consulter les chiffres. Donc c'est sensiblement moins marqué côté annonceur. Et pour cause, un plan des préventions des risques RPS notamment et des procédures d'intervention identifiées sont davantage en place évidemment chez l'annonceur, avec une sensibilisation des professionnels grâce aux politiques publiques en la matière. Alors pour autant, ces mesures de prévention sont-elles efficientes? L'étude n'a pas la prétention de le dire. Mais les sondés pensent effectivement qu'elles sont adaptées à la situation. Les chiffres sont cohérents entre mesures préventives et capacité de résolution des actes délictueux si l'on regarde ce qui se passe côté annonceur. En bref, le cadre est déjà quelque chose. Par contre, si on observe ce qui se passe du côté des prestataires, donc des agences et des freelances, on va s'apercevoir qu'il y a une espèce de phénomène de déni, puisque en définitive on se dit en capacité de lutter contre, mais comme on va le voir dans le schéma suivant, on ne se donne pas les moyens
les moyens de lutte nécessaires, les moyens d'inclusion également. Donc, pardon ? Ah, je suis passée un peu rapidement. L'étude fait apparaître que les mesures de lutte contre le sexisme, notamment, s'imposent aux managers. Et ce qu'on constate à travers cette étude, on l'a vu avec les chiffres, c'est que le handicap reste le grand absent des réponses au questionnaire. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons choisi de faire témoigner une spécialiste du sujet, ici présente, Amandine Pillot, elle-même déficiente visuelle, qui œuvre au sein de nos métiers pour sensibiliser au handicap, les handicaps au pluriel, à savoir 26 discriminations reconnues. Et le handicap est le premier facteur de discrimination, contrairement à ce qui apparaît dans cette étude au niveau de notre secteur professionnel. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en perspective ces résultats par rapport à des données générales où l'ordre d'importance ne sera pas du tout le même. Et l'analyse d'Amandine permet notamment de remettre la question de l'image publicitaire au cœur du sujet et nous rappelle l'importance d'intégrer la différence au sein des entreprises, puisqu'en effet, par inclusivité, aujourd'hui, on parle bien de plus-value d'un point de vue humain et financier, puisqu'il y a également un CA plus important à développer à la clé, et que donc le fait d'intégrer des salariés différents, d'apporter une vision différente et nouvelle, représente un vrai plus pour les entreprises, et c'est donc prouvé statistiquement par des études plus larges. Voilà. Merci Mélanie. Alors, on va aborder maintenant le sujet de la relation annonceur-agence, qui est un des sujets sur lesquels on a le plus d'antériorité avec les autres études. Certaines questions qui ont été traitées là, dans la partie juste avant étaient des nouvelles questions ou simplement dans l'étude précédente. Là, on commence à avoir pas mal de recul sur le sujet. Alors, on va se poser la question. Depuis 5 ans qu'on a commencé à faire ces mesures, y a-t-il des points de progrès ? Alors, c'est pas pire. Mais bon, c'est pas vraiment mieux non plus. Alors, si on compare aux autres années, on a un léger sentiment d'amélioration de la coopération annonceur-agence. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de la moitié qui trouve que ça s'est plus ou moins amélioré. On n'est pas loin de la moitié non plus qui trouve que ça s'est soit pas amélioré, soit dégradé. Ce qui veut dire que c'est un petit peu ambivalent comme situation. Les personnes qui sont en agence sont notamment celles qui ont le plus le sentiment que la situation s'est dégradée. À voir pourquoi. Alors, il y a aussi des bons signaux. Par exemple, on voit plus de contrats longs. Ça fait partie des sujets que un de nos témoins interrogés pendant le CALI a cité, Christophe Arata, la durée trop courte de beaucoup de coopération, avec du coup des relations annonceur-agence qui ne s'installent pas nécessairement et qui sont plutôt sur des projets. Alors, ça reste évidemment vrai. Maintenant, on peut voir aussi que il y a toujours une place relativement équivalente hors biais d'échantillons pour les contrats correspondant à une mission. C'est entre 10 et 15% des coopérations. Les consultants, les indépendants, les petites structures sont plus exposés à des missions courtes ou de quelques mois. Mais on voit aussi un développement des missions plus longues. Si on regarde les missions de plus de 3 ans, on a une légère amélioration. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les modes de contractualisation changent. Il y a peut-être, et en tout cas je le vois dans les sujets sur lesquels je suis amené à intervenir, peut-être moins de contrats avec une durée déterminée. On ne fait pas forcément des contrats d'1 an, on va faire des contrats plus facilement de 2 ans. Et ils ne sont pas forcément remis en appel d'offres immédiatement après. Il va y avoir des tacites reconductions à l'issue du contrat beaucoup plus facilement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est de cette manière-là aussi qu'on améliore les méthodes de travail entre annonceurs et agences. C'est comme dans tout couple, plus on se connaît, plus on arrive à bien travailler ensemble.
Et ça, c'est très important. Il y a des signaux encourageants dans le relatif, c'est un frémissement plutôt qu'une ébullition, hein, clairement, dans le relatif allongement de la durée des coopérations. Autre élément important à regarder, il y a quand même pas mal de trucs qui coincent encore. Vous voyez, par exemple, si on regarde le premier critère dans le choix d'une agence ou d'un prestataire, on a à quasi l'unanimité, aussi bien pour les agences que pour les annonceurs, la réactivité. La réactivité, la capacité à répondre rapidement à une demande de l'annonceur. Les annonceurs pensent que c'est très important et les agences aussi. Mais voyez là où ça commence à devenir un petit peu agaçant, et surtout quand on se réfère aux chiffres qui nous ont été donnés juste avant par Mélanie, surtout les femmes. Les femmes ont l'air de trouver que la réactivité est particulièrement importante. Ça veut dire quoi? Que c'est elles qui la gèrent, la réactivité? Ça veut dire que c'est peut-être elles qui sont en première ligne de cette réactivité demandée aux prestataires de communication. Alors c'est assez intéressant à garder en tête, notamment si on regarde tous les sujets en matière de répartition des tâches familiales et de charge mentale. En gros, peut-être que les situations de burn-out avec une surreprésentation chez les femmes ne viennent pas de nulle part. Il est peut-être temps que notre métier fasse une petite révolution copernicienne là-dessus. La réactivité a un prix. Elle a un prix qui est généralement assez élevé. Alors la créativité est très importante, évidemment, mais vous voyez, là-dessus, les annonceurs ont l'air d'en attendre plus que les agences ne le pensent. Est-ce que les annonceurs ont la créativité qu'ils attendent? Ou est-ce que les agences ont l'impression qu'elles ont beau créer, de toute façon, au bout d'un moment, c'est l'éclaté jaune avec le prix qui va gagner? Il y a, encore une fois, et ça c'est un sujet permanent depuis la première mesure, besoin de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la créativité. Qu'est-ce que les annonceurs attendent de leur agence en matière de créativité? Est-ce que c'est des Mickey, des histoires? Est-ce que c'est des manières de penser, des manières de travailler, d'agir? Est-ce que c'est des manières d'aborder le public, d'accéder au marché? Il y a plein de dimensions dans la créativité dans nos métiers. Et la dichotomie entre l'attente exprimée par les annonceurs et l'attente perçue par les agences devrait nous inciter à y réfléchir. Le prix est un sujet également intéressant, évidemment, très attendu. Et puis, ensuite, des choses un peu plus classiques, comme la recommandation, le fait qu'on ait une relation de longue durée, des choses comme ça. Des sujets ont l'air pas très importants, comme la notoriété du prestataire. C'est assez cohérent avec l'organisation de notre écosystème régional, où beaucoup de choses fonctionnent quand même par la recommandation, et on a vu que la recommandation était un critère très important. Regardez également l'engagement écologique et sociétal. 55% des annonceurs seulement considèrent ce critère comme important. Les agences, elles, considèrent que le critère est important et intervient dans le choix de l'annonceur à 80%. On disait tout à l'heure que les annonceurs sont assez équipés en la matière et que les agences ont parfois le sentiment que oui, mais bon, en fait, ils vont pas en parler quand même. Il est peut-être là le problème. C'est que les annonceurs n'ont pas forcément d'attente en matière de RSE, en matière de performance écologique vis-à-vis de leur agence. C'est dur du coup pour les agences de les conseiller en la matière, de les accompagner dans des communications autour de la RSE, s'il n'y a pas d'attente en la matière, si les agences ne sont même pas forcément sélectionnées sur ces critères-là. Alors, on commence à voir apparaître, je le mets, des critères RSE dans la constitution des dossiers d'appel d'offres. Ça commence. Mais il y a clairement un gros effort à faire là-dedans. Et c'est vrai que dans notre métier de créativité, on va avoir tendance à regarder la capacité d'une agence à inventer des histoires. Et c'est normal. Mais est-ce qu'on peut inventer des histoires avec un bilan carbone pas trop lourd? Oui. Oui. Il y a un certain nombre de labels, il y a un certain nombre de démarches, il y a un certain nombre d'actions qui existent, qui sont mises en œuvre au niveau de la profession, qui devraient permettre de faire remonter un petit peu ce critère, on l'espère, à l'avenir. Autre chose importante, en gros, oui, il y a des choses qui vont mieux. Le suivi de production, ça va mieux. L'évaluation des créations, ça se passe mieux. La qualité des débriefs sur les créations, ça se passe mieux. L'équilibre de la discussion sur les tarifs, ça se passe mieux. On arrive à mieux se parler sur ces sujets-là. C'est génial.
Mais il y a quand même un truc, depuis le début de cette mesure, c'est quand même de la merde, c'est les briefs. Enfin, c'est terrible. C'est en 3 mesures, on n'a jamais eu une belle note là-dessus. Les agences ont le sentiment de recevoir des briefs de merde. Voilà. Et alors, vous remarquerez la cohérence des notes à travers le temps. 5,4 à la première mesure, 5 à la deuxième, 5,5 maintenant, c'est l'épaisseur du trait. Hein. Ça n'a pas bougé d'un iota. Je vais finir par déprimer. Alors pourquoi ? Ça, c'est une mesure qu'on fait depuis le début, mais cette année, on a voulu aller plus loin. On a voulu savoir comment ça se fait que les briefs soient pas bons. Bon, alors déjà, il y a un premier truc, c'est que pour les annonceurs, ils le sont bons, mais ça, on va y revenir. Il y a un truc sur le problème, le rythme de travail. Probablement, comme on l'avait déjà évoqué, que quand on est surchargé dans son quotidien, on prend moins de temps pour les briefs. Le brief de dans 2 mois, on le remet pour faire face aux urgences d'aujourd'hui. Et à force d'être dans 2 mois, c'est pour demain et on le bâcle comme on peut à partir de ce qu'on a sous la main. Donc ça, inévitablement, ça va avoir un impact. Plus on est chargé, plus on a du mal à dégager du temps pour les tâches de fond que sont les briefs, les questions posées par les clients aux agences. Et puis, il y a aussi l'ancienneté. C'est sûr que le brief étant un exercice de synthèse, de recul, avec une dimension stratégique même pour des briefs opérationnels, c'est sûr que c'est plus facile d'en faire des bons quand on a un peu d'expérience. Et là-dessus, on avait remarqué dans notre première édition qu'il y a eu une fournée, entre guillemets, de nouveaux professionnels il y a entre 5 et 10 ans, notamment avec le développement des outils digitaux. Ça se confirme. Ils sont arrivés il y a 5-10 ans dans les entreprises, et maintenant ils commencent à acquérir de l'ancienneté. Ils commencent. Et probablement que l'impact sur les méthodes de travail tarde encore un peu à se voir. Également, il y a le fait que probablement que les annonceurs, ils n'ont pas l'impression de faire des mauvais briefs, eux. Si vous regardez, c'est quand même, pense émettre de bons briefs, 94%. Alors comment est-ce qu'on peut avoir 94% de bons briefs et 5 de notes sur les briefs ? À un moment, il va falloir se parler. C'est assez intéressant parce que si vous regardez, on a vraiment voulu savoir pourquoi. Si vous regardez les petites questions qui descendent en dessous, déjà ils sont plus que 86% à valider le brief en interne. On en a perdu 10. Déjà, ça, c'est pas un bon brief. Ensuite, il y en a plus que 80%, 79%, qui va reformaliser le brief avec l'agence. Comment est-ce qu'on va savoir si la question a bien été comprise, si c'était même la bonne question, si on s'en parle même pas ? Imaginez, vous allez au resto, vous commandez une entrecôte, le serveur, il valide pas que c'est bien une entrecôte, il vous amène un poisson du jour. C'est ça ce qui se passe, concrètement. Donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, est-ce qu'on a assez de temps pour établir les briefs ? Non. À 75%, c'est marrant, ça, on l'a vu juste avant. On est surchargé, on n'a pas de temps pour établir les briefs. On commence à avoir quand même des éléments qui expliquent les choses. Et là où, on va commencer peut-être à se fâcher, vous et moi, il n'y en a que 40%, 45% qui ont un format de brief. Alors c'est sûr, même si on pense faire des bons briefs, si on n'a pas de format de brief, on oublie des trucs. On ne dit pas les choses au bon endroit. On va se retrouver avec 3 ou 4 objectifs. On ne va pas savoir vraiment à qui on parle. Et ça, c'est sûr que ça va avoir un impact. Maintenant, comment se fait-il qu'il n'ait pas de format de brief ? Après tout, ils ont une agence. L'agence met à disposition un format de brief dans 18% des cas. C'est-à-dire qu'il y a 82% des agences qui ne proposent pas de format de brief à leurs clients qui n'en a pas. Alors là, je suis désolé, mais peut-être qu'une partie de la mauvaise qualité des briefs reçus par les agences, une partie, est peut-être un peu de la faute des agences. Je vous avais dit qu'on allait se fâcher. D'autant plus qu'il est assez rare aussi que les agences proposent de construire le brief. Alors attention, rien n'oblige l'annonceur à accepter cette proposition. Mais qu'est-ce qui vous empêche de la proposer ?
C'est probablement sur ces deux critères-là, la mise à disposition d'un format de brief et la proposition d'une co-construction du brief avec vos clients, que, chers amis agences, vous avez peut-être beaucoup de gains de qualité à obtenir. Je ne dis pas que ça marchera à chaque fois, mais manifestement, c'est deux sujets sur lesquels il y a un progrès à obtenir. Alors, autre sujet, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que je vous ai pété les tympans là. Autre point qui est à garder en tête et qui probablement explique un certain nombre de difficultés, c'est toujours le fameux recoupement des compétences. Vous savez, on demande quel sujet avez-vous du mal à vendre et quel sujet proposez-vous. Et puis côté annonceur, on demande qu'est-ce que vous faites en interne. Bon, sans grosse surprise, les 4 sujets les plus représentés dans l'item « J'ai du mal à les vendre à mes clients » sont les 4 sujets les plus faits en interne par les annonceurs. Alors, est-ce que la stratégie faite en interne par l'annonceur est bonne et exploitable en communication? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si vous avez un annonceur qui a le sentiment d'avoir fait une stratégie, peut-être qu'effectivement, il ne va pas payer une agence pour le faire à son tour. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses à débroussailler. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie? Qu'est-ce qu'on entend par production de contenu, par design graphique? Qu'est-ce qu'on entend par production audiovisuelle? Ce sont 4 dimensions dans lesquelles il y a beaucoup de difficultés à valoriser la prestation de l'agence. Ce sont 4 dimensions dans lesquelles les annonceurs ont le sentiment de déjà faire très bien tout seuls. Voilà pour moi. Eh bien, on termine cette étude avec un focus sur les enjeux de demain et l'avenir de nos métiers. Ce qu'on constate en fait, c'est que la démultiplication des réseaux sociaux, TikTok, Insta, LinkedIn et l'intensification de la présence des marques se traduisent par 2 phénomènes. Le doublement du nombre de community managers, donc c'est plus 7 points en fait par rapport à 2021, et également la présence d'un community manager au sein des équipes de communication et de marketing chez l'annonceur. C'est pas un graphique qui apparaît derrière moi, mais voilà, c'est déjà un point saillant. Et lorsque on se projette à 5 ans, on a 72% des annonceurs et 60% des agences qui considèrent effectivement la digitalisation comme un enjeu évident des prochaines années. Alors même si annonceurs et agences se sont déjà équipés équipés pour affronter, on va dire, ou pour répondre à la digitalisation, on a des recrutements à court terme et à long terme à prévoir dans ce domaine-là. Pardon. Alors, côté agence, au niveau recrutement, pour répondre à ces besoins de développer leur présence sur les réseaux sociaux, on a 38% des agences qui envisagent d'embaucher. Alors, peut-être avec 17% seulement en CDI, 7%, donc ça c'est une baisse qu'on avait constatée par rapport à l'étude précédente. Moins de CDI en tout cas sur cette étude que par le passé. Ces agences en fait prévoient non seulement d'embaucher pour répondre aux besoins, mais aussi dans des domaines de création graphique à 27%, de marketing digital à 22% et de médias digital à 16%. Car en fait, qui dit community management dit également production de contenu, donc graphique et visuel, comme Pierre-Édouard en a parlé, je crois, tout à l'heure, également, et puis visuel, graphique, et également gestion de projet. Pour finalement assurer la bande passante, il faut des ressources dans ces domaines-là. Côté annonceur, c'est pas un tableau qui apparaît derrière moi, décidément. On a également, parmi ceux qui envisagent d'embaucher, côté annonceur, 30% envisagent d'embaucher des CM, enfin des community managers. Et en toile de fond, en fait, on constate qu'on a un fort enjeu d'attractivité, notamment pour arriver à recruter des profils compétents et de qualité, à l'identique entre agence et annonceur. À noter que le recrutement et la marque employeur sont véritablement exprimés respectivement à 45 et 44% par l'annonceur, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai le bon graphique derrière moi. C'est la slide d'après, t'es sûr? Je crois pas. Non, toujours pas.
ça c'était la slide du recrutement. Sur deuxième grand item axe de communication après la com digitale, on est sur de la com responsable. Alors parmi les axes et les actions menées par les annonceurs, la com responsable arrive en 5e position, en hausse significative par rapport à l'étude précédente. Et quand on regarde effectivement les intentions et les enjeux à 5 ans pour les prochaines années, 63% des annonceurs considèrent ce thème majeur, alors contre 39% pour les agences qui sont en retrait sur ce sujet-là. On note que parmi les annonceurs qui se sont engagés sur cet axe, 75% indiquent que la communication sur la démarche RSE a eu un impact positif sur leur image. Ça n'enlève rien à la sincérité et à l'authenticité. Et demain, voilà, ce qu'on se disait avec Pierre-Édouard, c'est que voilà, côté agence, il y a peut-être une offre spécialisée à construire sur le territoire. Pardon. Dernier point, après bon, la com digitale, la com responsable, et si on observe de plus près, on a évoqué la com interne, qui était, souvenez-vous, on disait souvent, c'est le parent pauvre de la communication. Ben, je trouve, voilà, avec en interne, on se parle davantage, mais on constate que du fait de la pandémie, les annonceurs ont fortement mobilisé les techniques de communication interne à 79%. Le lien social est apparu comme un élément essentiel et c'est le rôle pour nous de la com interne de le faire vivre et de le développer. Alors, sans pour autant parfois faire appel aux agences, à croire que cette communication interne a été finalement internalisée également par les équipes chez l'annonceur. Je crois que c'est tout. PE. Alors, on arrive au bout de cette présentation. Ça n'est qu'une partie de l'étude. Vous avez plein d'autres chiffres dans le document devant vous. Juste pour vous dire un petit peu, avant de passer à un moment d'échange et de questions-réponses, on a fait nous-mêmes un petit bilan de cette étude et on s'est notamment dit qu'il y avait un sujet qui, au moment où on a fait la mesure, n'existait pas et qui, depuis quelques semaines, est apparu ou réapparu, qui est l'intelligence artificielle, qui sera un sujet de la prochaine mesure. Pour l'instant, c'est encore trop neuf, il n'y a pas encore de retour d'expérience dessus. En revanche, c'est fait clairement partie des pistes que nous serons amenés à explorer. On sera également, nous l'espérons, amenés à coopérer avec d'autres clubs, d'autres régions, pour pouvoir voir si on peut comparer ce qu'on nous on a et ce que d'autres régions font. Fred, clin d'œil. Bref, on a déjà des idées pour la suite. Maintenant, n'hésitez évidemment pas à nous dire ce que vous en pensez, s'il y a d'autres choses qui vous sembleraient intéressantes à étudier, à explorer. Et je vous propose qu'on passe à un petit moment de questions-réponses. Alors, déjà, premier truc, vous avez tous, enfin presque tous, sauf ceux qui sont derrière, des micros. Ça veut dire que vous pouvez appuyer sur le bouton et poser votre question. Par ailleurs, une partie de ces questions, je vous propose que nous n'y répondions pas forcément, mais peut-être ceux qui nous ont très aimablement rendu le service d'éditorialiser certaines des parties de cette étude, donc notamment Juliette Carret de Gros Good et Amandine Pillot de Atoucap. Jérôme Sartori, qui avait éditorialisé la partie RH, a dû malheureusement nous quitter. Et puis également, nous avons un de nos grands témoins parmi nous, chez Christophe Ferrara de Arata, de l'agence Homer. Autant pour, je suis vraiment désolé. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur l'étude, sur ce que cela implique pour nos métiers, etc. Il faut qu'il y en ait un qui se lance. Hein. J'ai toujours rêvé de faire ça. Non, moi j'ai un point sur la partie engagement et responsabilité en fait des agences et des annonceurs.
Deux points en fait par rapport à ça. Je pense que depuis 2021, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé et je suis prêt à mettre un petit ticket sur le fait que les engagements et les mesures et les stratégies mises en place par les agences vont devenir de plus en plus importantes dans le choix du conseil par les annonceurs et particulièrement par la présence publique. Notre conseillère régionale n'est plus là, mais je pense qu'elle l'aurait pas dit différemment. Et c'est quelque chose qui va vraiment monter, qui va monter très très fort. Et si on n'est plus capable de justifier de ce qu'on fait, demain on n'aura plus de clients, on n'aura plus de clients publics, on n'aura même plus de clients privés, parce que ça va faire partie des éléments de choix, peut-être au même titre que la créativité qui va être démontrée. Donc je pense que c'est des choses qui vont monter de façon très importante, et pas que pour les agences événementielles, pour l'ensemble de notre profession, enfin de la profession en général. Et le deuxième point, je ne sais plus ce que c'était, donc je vais m'arrêter là. C'est déjà un bon premier point. Bon, alors, si quelqu'un dans la salle veut prendre la parole sur le sujet, évidemment, n'hésitez pas. Oui, tout à fait, les choses changent. Il y a, et je sais, il y en a même dans cette salle, des agences qui sont labellisées sur des labels extrêmement exigeants. Et ce sont des démarches qui, il y a encore quelques années, étaient inexistantes et voire même regardées de très haut. Le label de la ACC, Agence Active, se développe, à de plus en plus de personnes qui y souscrivent. Il n'empêche encore toutefois que, par exemple, dans les appels d'offres que je suis amené à organiser, il y a assez peu d'agences qui ont des politiques complètes en la matière. Ça va inévitablement changer, mais beaucoup d'entre elles répondent de manière assez laconique et n'ont pas de démarche construite avec un observateur extérieur. Ça change, c'est encore un peu lent, mais je pense que dans la région, il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués sur le sujet et qui sont justement peut-être en pointe par rapport au niveau national. Si l'un d'entre eux veut prendre la parole. J'ai une question pour Amandine Pillot qui a rédigé l'édito sur le harcèlement et les discriminations. Amandine, puisque tu es présente, on avait échangé par mail, mais c'est pas la même chose. Avec le recul aujourd'hui de la sortie de l'Observatoire, est-ce que comment tu qualifies en fait les résultats de cette étude par rapport à cet item-là, sachant qu'effectivement on s'est retrouvé un petit peu en déficit et avec un effet de déphasage par rapport à ce qui se passe dans d'autres secteurs, au niveau national, au niveau des tendances sur le sujet. Quel retour tu fais, toi, par rapport à la pertinence de cette étude, et sans dire elle est pertinente ou pas pertinente, mais évidemment, elle est pertinente parce qu'elle fait ressortir des choses, mais qu'est-ce que ça fait ressortir de ton point de vue d'experte sur le sujet? Parce que ça doit être un peu agaçant de voir ces résultats. On m'entend là, oui. Par rapport donc, au fait qu'on n'ait pas tellement de réaction finalement par rapport au handicap, ou par rapport au fait que les discriminations soient plutôt orientées sur le genre Quand j'indique effectivement que le handicap est le premier facteur de discrimination, ça en fait c'est une notion qui est donnée par le défenseur des droits, et donc ça fait plusieurs années que c'est le cas, et c'est basé sur finalement les plaintes qui remontent auprès du défenseur des droits. Donc je pense qu'effectivement la réalité est probablement différente aussi. C'est-à-dire qu'effectivement derrière son écran, quand on répond tout seul, on va penser à plein de discriminations en fait qui ont lieu et qui ne remontent pas forcément jusqu'au défenseur des droits. Donc je pense qu'il y a aussi il y a ça qui est important aussi, puisque là on va vraiment interroger des gens en direct, et donc ils pensent à des discriminations dont ils sont victimes qui ne sont pas forcément remontées. Et ensuite, je ne sais pas non plus comment le handicap finalement, effectivement les handicaps plutôt, sont représentés parmi les dans le secteur de la communication. Est-ce que c'est
c'est une différence qui est représentée moins qu'ailleurs, peut-être, je ne sais pas en tout cas. Et ça joue peut-être aussi du coup sur le fait qu'on en parle moins si c'est moins représenté. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais Oui, voilà, il y a cet élément-là aussi. Ouais. Après, il y a aussi beaucoup d'autocensure pour compléter un peu ce que j'ai pu écrire ou ce que vous avez déjà dit, mais il y a beaucoup d'autocensure aussi parmi les personnes qui sont en situation de handicap. Et qui sont aussi victimes d'ailleurs du fameux plafond de verre dont tu as parlé tout à l'heure. Mais voilà, l'autocensure aussi est importante. Et donc, des gens qui travaillent, qui sont en situation de handicap, ils n'osent pas toujours se plaindre, ils n'osent pas toujours exprimer leurs difficultés. Il y a énormément d'autocensure. Donc ça, c'est aussi un autre phénomène qui peut expliquer cette différence. Voilà. Oui, en tout cas, ça nous donne des pistes aussi pour étoffer la manière d'aborder le sujet, sachant que c'est pas évident, on s'adresse à une masse anonyme, on parle de choses qui sont assez complexes au niveau de la définition. Ça fait appel à un référentiel où il faut partir du postulat que la personne sait de quoi on parle, c'est pas évident. Donc il y a tout ça, et c'est vrai que du coup, cette étude, elle a le mérite d'exister, mais derrière, ça doit aussi nous interpeller en tant que professionnels en disant moi, qu'est-ce que je fais pour m'intéresser au sujet, pour développer la connaissance, et puis effectivement, comme tu le dis, de quelle manière je suis dans l'inclusion, et est-ce que c'est pas par là, en définitive, qu'on va avancer d'un point de vue théorique sur le sujet? C'est par l'action, en fait. Ouais. Effectivement, en tout cas, on a tous nos différences. D'ailleurs, handicap ou pas, on fait tous plus ou moins partie de la diversité, mais chaque être humain est différent, et c'est vrai que les entreprises qui tiennent compte de cette différence et de la diversité, au final, on voit qu'elles sont plus performantes. Donc c'est important. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a des études qui le démontrent régulièrement maintenant. Les entreprises inclusives sont plus performantes économiquement. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi commencer à intégrer. Et pour revenir sur le focus handicap, effectivement, handicap, on en parle, mais on ne sait pas forcément toujours ce que c'est. On l'associe souvent au fauteuil roulant. Or, 80% des handicaps sont invisibles. Donc effectivement, c'est très, très large, et peut-être que vous travaillez au quotidien avec une personne en situation de handicap sans le savoir, ou que vous croisez votre voisin ou voisine qui est en situation de handicap sans le savoir aussi. Voilà. Et il y a à peu près une personne sur 5 en France actuellement qui est en situation de handicap. Donc on est tous concernés. C'est pas un sujet qui concerne quelques personnes aveugles ou en fauteuil roulant, et que voilà, on est vraiment tous concernés. Merci beaucoup, Amandine, pour ce témoignage. Et d'ailleurs, peut-être pour compléter ça, c'est souvent ces handicaps invisibles qui sont les plus handicapants dans nos métiers de communicants. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a une difficulté parfois à interagir avec quelqu'un d'autre, c'est un handicap qui n'est pas forcément visible, qui est extrêmement pénalisant dans une vie d'agence, dans un métier où on doit être en relation, etc. Donc, je pense que c'est effectivement une profession où, en plus, on est doublement pénalisé, je pense, sur un certain nombre de handicaps. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être parce qu'en fait, il y a deux façons de travailler sur ces sujets. Il y a comment est-ce qu'on représente la diversité, comment est-ce qu'on est plus inclusif dans les communications qu'on fait, comment est-ce qu'on rend les communications plus inclusives. Donc là, on est plutôt dans le sujet de, finalement, de comment la communication prend en charge un sujet sociétal, et il y a l'aspect de comment elle la gère dans la gestion des entreprises et dans effectivement les politiques d'inclusion, l'accès au travail et au mode de fonctionnement dans les entreprises. Je pense qu'on a de belles questions à rajouter pour la prochaine mesure. Là, on a déjà eu des petites idées. Du coup, merci beaucoup.
Il y a une question. Ouais, bonsoir, j'ai une autre question pour revenir sur la qualité des briefs sur laquelle vous avez passé un peu de temps, à juste titre, je pense. Je voulais savoir si le club de la com avait déjà essayé de proposer quelques repères sur cette question, que ce soit pour les clients internes. Moi, je travaille chez un annonceur, mais pour essayer d'essaimer un peu quelques repères, acculturer les équipes, ou aussi vis-à-vis d'une agence. Alors il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de choses qui circulent, et je pense que essayer de trier un peu les bonnes idées, ça pourrait être un champ de travail. S'il n'a pas déjà été investigué par le club de la com, je suis un nouvel adhérent, ça fait un peu plus d'1 an, donc je ne connais pas tout ce qui a déjà été créé. Voilà. Alors, merci. Il y a des choses et il y a des projets. Alors déjà, il y a sur le site du club, il y a le Commit Yourself, qui est un ensemble de fiches techniques, de guides, pour justement, entre autres, construire des projets de communication et notamment des briefs avec une portée responsable, RSE. Mais il y a également un projet qui, pour rien vous cacher, était un peu en sommeil par manque de temps, mais avec nos partenaires de l'UCC pour faire un atelier sur le sujet, réunissant des annonceurs et des agences. Ta bonne volonté est notée. Ouais, je suis d'accord. Merci. Merci. Ouais, moi j'ajouterais juste un petit thème par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et sur la RSE. Il y a un truc, c'est intéressant quand on voit que les annonceurs recherchent de la créativité, recherchent de la réactivité. Ce qui me semble un petit peu absent et pourtant qu'on voit se développer de plus en plus, c'est le conseil quand même. Et le rôle de conseil est super important et j'en veux pour preuve que beaucoup de projets sont primés, notamment autour de la RSE, parce que la première règle, si j'ai bien compris, c'est pas du tout mon expertise, hein, mais en RSE, il vaut mieux ne pas communiquer tant qu'on n'a pas préparé beaucoup de choses en amont. Donc, il vaut mieux rien dire et travailler sagement et voilà. Et ce que j'ai vu à l'UCC la dernière fois, et le club de la com, la conférence de jeudi dernier, montre que ce travail-là d'expertise, il est super important et tout le monde semble d'accord pour dire ça, y compris le public, qui pour une fois se rend compte qu'on n'est plus dans le mensonge, on s'accorde à dire qu'on n'est pas prêt à être performant et à être exclusivement bien placé dans ces domaines-là, dans ces questionnements. Mais ce rôle de conseil est super important et je pense qu'il est important de s'acculturer là-dessus parce que c'est vraiment demain et les jeunes nous attendent aussi, les jeunes étudiants nous attendent aussi autour de ça. J'ai cru voir que quelques données en parlaient, mais je pense que c'est bien de le rappeler et qu'il y a beaucoup d'experts, des agences y compris, vraiment sur notre territoire, qui sont spécialisés là-dessus et des indépendants. Et c'est bien de s'appuyer sur eux, je crois. Je voulais juste dire ça. Oui. Mais qui sont une petite différence entre être une agence de conseil RSE et de travailler sur des problématiques, l'ensemble du champ d'application de la responsabilité sociétale et environnementale, et être une agence de com responsable. C'est effectivement pas tout à fait la même chose. Non, mais il y a des annonceurs aussi qui sont prêts à ça et qui questionnent là-dessus, donc qui sont prêts à se questionner là-dessus. Mais c'est important de se dire que, pour une fois, la com interne et la com externe peuvent vraiment se rejoindre sur un sujet, y compris en incluant nos publics, quels qu'ils soient, en B2B, en B2C, où on fait participer les clients, les patients, les trucs comme ça. Prochain observatoire, pour répondre, vous prévoyez 2 jours. D'autres questions, remarques, commentaires? Sur le volet harcèlement, vous savez s'il y a eu une évolution vis-à-vis des outils digitaux? Plus de harcèlement, vu qu'il y a plus d'usage numérique, ou ça n'a pas évolué? Ou c'est pour le 4e observatoire? On peut pas, dans mon souvenir, on a des chiffres à peu près équivalents de la dernière mesure à celle-ci. Donc on ne peut pas franchement dire que ça a eu un impact. On ne peut pas écarter qu'il y en ait un, mais on ne peut pas... D'ailleurs, au passage, c'est presque un peu emmerdant qu'on soit sur les mêmes niveaux de présence du harcèlement sur les différentes mesures. Ce qui m'a étonné dans l'étude, c'est que la période de télétravail n'a pas du tout infléchi la tendance. Donc ça m'a interrogée aussi. Donc ça rejoint un peu ce que ta remarque, je pense.
C'est un peu angoissant que vous n'ayez aucune question là. D'accord, faut digérer, mais... Bon, bah, on va pas se forcer, hein. On va parler autour du verre de l'amitié. Voilà. On va se retrouver en haut, autour d'un verre que nous offre le Conseil régional. Merci encore à toute l'équipe du Conseil régional de nous avoir accueillis et d'avoir rendu tout ça aussi facile. Merci beaucoup, Richard, à la régie, parce que ça a été vraiment parfaitement huilé. Et à tout de suite, tout le monde. N'oubliez pas de ramasser votre observatoire.